Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Un dernier épisode de Retex pour finir cette année 2025. Et dans cet épisode, j'aimerais revenir un petit peu sur mon parcours personnel, qui est somme toute un petit peu atypique, puisqu'avec pas mal de rebondissements, tout s'est pas forcément passé comme je l'avais prévu initialement. Donc voilà, je voudrais partager ça avec vous pour vous expliquer un petit peu les cases, on va dire, par lesquelles je suis passé, comment j'ai évolué dans l'aviation, quand est-ce que j'ai commencé, comment j'ai commencé, par quoi est-ce que j'ai commencé pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et qui sait, ça pourrait vous être utile pour avoir un petit peu une idée des différents parcours, des différentes manières qu'on peut avoir pour évoluer dans le monde de l'aviation. On va commencer par le commencement, le voyage, on va dire, qui m'amène jusqu'ici, qui m'amène là où j'en suis aujourd'hui au sein de l'aviation. Ça commence en 2004 à peu près, j'avais 15 ans à l'époque, et je décide de rentrer en lycée militaire, donc dans l'armée de l'air, à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air à Saintes. En fait, je tombe là-dessus un petit peu par hasard. Tout ça, ça commence un tout petit peu avant, l'année précédente d'ailleurs, en 2023, première fois que je vais au Salon du Bourget. C'est là où j'ai vraiment un contact franc avec l'aviation et où je me rends compte que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire plus tard. Je me renseigne un petit peu et ce qui m'intéresse surtout à cette époque-là, c'est de devenir pilote militaire, pilote de chasse idéalement, mais pilote militaire de manière générale. Donc je commence à me renseigner un petit peu auprès de l'armée de l'air pour connaître les différents moyens en fait d'arriver à cet objectif. Ce qu'on me vend en premier, enfin ce qu'on me propose en premier, c'est évidemment de rentrer par la grande porte à l'école de l'air. Ça implique de passer un bac S, de rentrer en prépa pour ensuite rejoindre l'école de l'air qui est ni plus ni moins qu'une école d'ingénieur, et à l'issue de cette école d'ingénieur, d'avoir une spécialité pilote, personnel navigant, pour faire justement pilote militaire. J'étais pas particulièrement mauvais à l'école, en revanche, les critères qu'il fallait remplir pour rentrer en prépa, notamment en prépa militaire et à l'école de l'air, honnêtement, j'étais pas capable de les atteindre, surtout que pour parler que de mon année de seconde au lycée, ça a été très compliqué. Je vous la fais courte, mais en gros, lycée pourri, ville pourrie, enfin bref, très compliqué d'avoir une scolarité correcte et surtout d'avoir le niveau requis pour pouvoir prétendre à rentrer en prépa à l'issue du bac. Et par hasard, après une permanence de l'armée de l'air au sein de mon lycée à l'époque, je me rends compte qu'il y a une école qui propose de rentrer directement après la seconde, donc pour faire première terminale et passer le bac au sein de l'armée de l'air directement. L'idée dans cette école, c'est pas d'être pilote, c'est d'être sous-officier, et notamment dans toutes les spé mécano, que ce soit mécano-avion, structure, motoriste, avionique, mécano-radar, et aussi d'autres postes plus basiers, c'est-à-dire pas forcément en contact avec les avions, mais radar sol, télécommunications, etc. Bref, l'idée c'est d'être sous-officier, donc de faire 2 ans à Saintes pour passer le bac. On avait le choix entre un bac S, sciences de l'ingénieur à l'époque, ou un bac STI génie électronique. J'ai pris la deuxième option. Et pourquoi j'ai choisi ça? Comme je l'ai dit, dans mon lycée, ça se passait pas bien du tout. Honnêtement, la pire année de ma vie, que ce soit scolairement ou de manière générale, c'était clairement cette année 2004 en seconde. Donc la possibilité de rentrer en lycée militaire dans l'armée de l'air, ça a été un petit peu le Graal, enfin ma bouée de sauvetage à cette époque. C'est une entrée sur concours, un concours niveau seconde, que j'ai passé, que j'ai réussi, et du coup j'ai intégré ce lycée militaire en septembre 2005. Pourquoi est-ce que je suis rentré aussi dans ce lycée en sachant pertinemment qu'il n'y avait pas la possibilité d'être pilote? C'est que je me suis ménagé un petit peu une porte de sortie. Moi, ce que je voulais, c'était être militaire et être au contact des avions, et il se trouve que être mécano-avion, ça remplit ces deux conditions. Même si c'est pas pilote, au moins c'était une porte de sortie acceptable de mon point de vue, c'était une option, un plan B on va dire, acceptable de mon point de vue, qui me contentait également. La deuxième option pour être pilote, c'est de passer les EOPN, donc c'était sur concours également, et c'est aussi pour ça que je suis rentré dans cette école à cette époque-là. C'est que pour passer les EOPN, en tout cas à l'époque où moi je les ai passés, le minimum d'âge c'était 17 ans, donc j'avais pas encore l'âge de le passer au moment où j'ai passé le concours pour entrer dans ce lycée militaire. Sauf que j'avais clairement pas envie de passer 2 ans de plus dans le civil, compte tenu du calvaire que je vivais à ce moment-là. Comme j'ai dit, c'était vraiment une bouée de sauvetage. Donc je me suis un petit peu, je vais pas dire précipité, mais jeté sur l'occasion plutôt. Et je me suis dit que j'avais toujours le temps, une fois que j'étais déjà entré dans l'armée de l'air, de préparer le concours européen, qui était beaucoup plus accessible pour moi compte tenu de mon niveau scolaire et de mes attentes. Donc non seulement j'avais un plan B, et en plus je me ménageais du temps, et au sein même de l'institution que je voulais rejoindre en tant que pilote, pour préparer le concours.
Donc c'était double avantage, vu que j'étais déjà dans l'armée de l'air, j'étais déjà au contact des avions, je savais ce qu'on attendrait de moi sur le concours EOPN, sur les entretiens, etc. Donc ça a été un gros plus pour préparer ce concours. Sauf que il se trouve qu'à l'époque où je suis rentré donc en lycée militaire et où je comptais faire les EOPN, donc juste après le bac, c'était une période où c'était un petit peu bouché. Il n'y avait pas énormément de recrutement. En fait, il y avait quand même des sélections de recrutement, mais il y avait très peu de personnes qui étaient retenues. Donc, pour maximiser mes chances, j'ai temporisé en fait avant de passer le concours pour bien le préparer, pour maximiser mes chances d'être reçu, et puis pour attendre que ça se débloque un petit peu. Hein. C'est un peu comme dans le civil, les recrutements, ça fait un peu des vagues. Hein. Il y a des fois, ça va recruter énormément, d'autres fois, on va être dans le creux de la vague et ça va très peu recruter. Dans l'armée de l'air, c'est exactement pareil. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. L'avantage d'avoir rejoint ce lycée militaire à Saintes, c'est qu'on a l'opportunité de faire pas mal d'activités, et parmi ces activités, on est dans l'armée de l'air, donc il y a la possibilité de voler. Alors, pas en avion, en planeur, mais en tout cas, il y a la possibilité de voler. Comme je l'ai dit, ça fait déjà 1 an et demi à 2 ans où j'ai qu'une idée en tête, c'est devenir pilote. Là, on me propose d'avoir mon premier contact avec la 3e dimension. À cette époque-là, j'ai jamais volé de ma vie. Hein. Que ce soit sur un baptême, que ce soit prendre l'avion pour aller en vacances, j'ai jamais mis le cul dans un avion, et donc c'est vraiment la première opportunité que j'ai de vraiment voler. Donc à la première occasion, je me jette sur le centre de vol à voile qui était sur la base pour justement commencer à apprendre le planeur et à faire mes premières heures de vol. Le premier vol que je fais également, donc avec un élève de la promo d'avant moi, c'est là aussi un des souvenirs qui, je pense, restera gravé à vie dans ma tête. Il n'y avait rien d'exceptionnel en soi, et je veux dire, le vol n'était pas un vol exceptionnel ou quoi que ce soit, si ce n'est qu'il était exceptionnel par le fait que c'était mon premier vol, mon tout premier vol, la première fois que je décollais de terre, la première fois que j'étais dans un aéronef, et la première fois que j'ai pu en prendre les commandes. Là, ça a été la confirmation de ce que je savais déjà, c'est-à-dire que j'avais envie de faire ça, mais c'est quelque chose qui s'est vraiment ancré en moi. J'ai commencé mes premières heures de vol, j'ai monté des heures de planeur, donc sur 2 ans, j'ai fait à peu près 150-200 heures de planeur. Il se trouve que sur les pistes de la base, il y avait aussi un aéroclub civil, lui, qui n'avait rien à voir avec la base, donc j'en ai profité à l'époque pour passer un brevet de base. Pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, c'est quelque chose qui n'existe plus, ça s'est transformé en LAPL aujourd'hui, mais en gros, c'était une petite licence, pas tout à fait un PPL. De base, vous n'aviez pas le droit d'emmener des passagers, et ça vous limitait à grosso modo 30 km, 15 nautiques autour du terrain de départ, donc c'était assez limité, mais c'était un premier pas vers le PPL. L'avantage, c'est que le nombre d'heures était réduit, je crois que de mémoire, il fallait faire qu'une vingtaine d'heures, et on pouvait bénéficier d'un crédit d'heures avec les heures de planeur, donc j'ai plus les durées exactes en tête, mais grosso modo, j'ai passé un brevet de base éclair, puisque j'avais déjà les heures de planeur, j'ai dû faire une dizaine d'heures d'avion, dont à peine la moitié en instruction. J'étais lâché sur avion au bout de à peine 2 heures d'instruction, donc autant vous dire que ça a été assez vite. Honnêtement, avec le recul, c'était peut-être un peu rapide comme lâcher. On en reparlera peut-être dans un prochain rétex, mais honnêtement, avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'était peut-être un petit peu rapide comme lâcher. Mais voilà, j'ai pu donc passer mon brevet de pilote planeur, mon brevet de base avion, et de commencer à construire, à monter mes heures de vol et à avoir ces premiers contacts avec la 3e dimension. Donc je passe mes 2 ans à Saintes, je passe mon bac, et ensuite, la case d'après, c'est l'école des sous-officiers de l'armée de l'air à Rochefort, dans laquelle je passe environ 1 an pour faire une spécialité mécanicien avion vecteur, donc grosso modo tout ce qui touche à la structure de l'avion, l'hydraulique, l'oxygène, la pressurisation, le moteur, etc. En gros, quasiment tout sauf la partie électronique, malgré le fait que j'ai passé un bac génie électronique. Mais justement, ça m'a convaincu que j'avais pas envie de faire ça. Donc voilà, je passe cette formation mécano et je suis muté sur ravitailleur à l'issue de ces 1 an de formation, sur C135 FR, et je passe encore 3 ans dans cette unité, donc de 2008 à 2011, en tant que mécano. Donc j'arrive là-bas, je suis sergent, fraîchement gradé sous-officier, sorti d'école de sous-off, et je passe 3 ans où je continue à prendre contact avec le monde de l'aviation militaire, à avoir un peu plus de contact avec des pilotes, pour le coup, en travaillant directement dans une unité opérationnelle, et où je continue à préparer le concours. En 2011, les vannes commencent à se réouvrir. En étant en interne dans l'armée de l'air, on a des sons de cloche comme quoi va y avoir des recrutements
entre guillemets massif. Donc je me dis que c'est ma chance. Et l'autre truc, c'est que j'arrive aussi en limite d'âge à ce moment-là. Donc en fait, c'est ma dernière cartouche pour passer le concours. Je passe le concours en mai 2011 et je suis reçu, j'intègre Salon de Provence en tant qu'EOPN en novembre 2011. Et là commence une aventure de 2 ans dans laquelle on me forme à être officier cette fois. Donc j'avais déjà ma formation militaire de base, ma formation militaire sous-off. Là on refait une formation militaire de base et on refait une formation officier. On parle un petit peu plus de géopolitique, de commandement, etc. Ça se passe plutôt pas mal jusque début 2013 où il m'arrive une petite galère dans la vie privée. Je reviendrai pas en détail dans cette vidéo, je reviendrai pas en détail dessus quoi qu'il arrive de toute façon. Mais en gros, voilà, petite galère dans la vie privée qui se retrouve ne pas être compatible avec ma carrière militaire et qui me force à malheureusement quitter l'armée de l'air. La grosse tuile qui me tombe dessus, le truc que j'avais pas prévu, et je suis par la force des choses forcé de quitter l'armée de l'air. Donc grosse pilule à avaler. J'ai mis plusieurs années à vraiment accuser le coup et à tourner la page pour être tout à fait honnête. Et du coup voilà, je suis obligé de quitter les EOPN avant d'avoir presque commencé, je dirais. À l'époque où je quitte, j'ai fait à peine quelques heures, j'ai fait que mes premières heures de vol en tant qu'élève militaire sur avion militaire. J'ai eu la chance de paxer sur certains avions, notamment sur Alpha Jet, qui restent des souvenirs qui seront gravés à jamais dans ma tête, ça c'est clair. Mais voilà, la formation en elle-même avait à peine commencé. J'avais fait, je dirais, une quinzaine, une vingtaine d'heures à tout casser au moment où ça a un peu basculé. Et du coup, voilà, obligé de quitter l'armée de l'air. Donc là, la question se pose de qu'est-ce que je fais en fait? Parce que à ce moment-là, dans l'absolu, j'ai juste un bac et mon background militaire, mais d'un point de vue civil, d'un point de vue diplôme, j'ai rien de plus que ça. Donc c'est un petit peu limité. Donc rien de plus, si ce n'est mon ATPL théorique que j'ai validé et que j'ai obtenu au sein de l'armée de l'air avant justement de commencer les vols. Donc là, je prends un petit peu le temps de réfléchir. J'arrive vite à la conclusion que je suis bon qu'à une chose, c'est piloter un avion. Alors je dis pas ça pour me jeter des fleurs ou pour me dénigrer, mais grosso modo, voilà, c'est le seul truc qui me plaît vraiment. C'est une des rares choses pour lesquelles je suis plutôt doué. Je suis pas doué de grand chose, je suis quelqu'un qui est plutôt maladroit, mais dans un avion je me défends quand même pas mal. Donc voilà, j'arrive à cette conclusion, donc je me dis que forcément la suite, ça va forcément passer par l'aviation. Il faut que je reste dans un avion. Comme j'ai dit, il m'est arrivé une grosse galère. Au niveau moral, c'est pas forcément le top à cette époque-là. Donc si en plus je me retrouve à me faire couper les ailes, ça va être un petit peu compliqué. À la fin de salon, quand je suis obligé de quitter, avec les heures que j'avais déjà faites en lycée militaire à Saintes, avec mon brevet de base, j'avais continué à voler aussi en aéroclub dans le but de passer un PPL que j'avais pas encore validé à l'époque pendant que j'étais mécano sur C135. J'ai continué à accumuler des heures de vol sur avion et au niveau PPL pendant la formation en vol à Salon de Provence. J'avais un ATPL valide, j'avais les heures qu'il fallait, il me manquait que la navigation de 150 nautiques. Donc la première chose que j'ai fait, c'est me précipiter sur l'aéroclub du coin pour valider la navigation solo de 150 nautiques et passer le PPL dans la foulée, histoire de verrouiller une licence. Le plan, c'était quoi? C'était de partir au Canada pour passer mes licences civiles. Pourquoi le Canada? Parce qu'à cette époque-là, encore une fois, le recrutement dans le civil, c'était pas dingue. Les prix pour les formations dans le civil, c'était un petit peu comme aujourd'hui, un tout petit peu moins cher, mais à peine. On était autour des 100 000 euros, et honnêtement, les 100 000 euros, je les avais pas. Dans la dernière vidéo, je vous parle de comment financer sa formation, en vous parlant notamment du prêt étudiant. C'est exactement ce que j'ai fait. En gros, j'ai revendu ma voiture de l'époque, ce qui m'a permis d'avoir un apport d'une quinzaine de milliers d'euros à peu près, et j'ai souscrit un prêt étudiant de 50 000 euros. Le gros avantage, c'est qu'en allant au Canada, avec le taux de change de l'époque, qui était autour des 1,60, 1,65. J'ai quitté la France avec à peu près 55-60 000 euros et je suis arrivé au Canada avec environ 80 000 $. Pour une formation qui, elle, était vendue à 50 000 $. Et je parle là que de la formation, juste des cours en ATO, en formation modulaire. Donc l'avantage, c'est que j'avais 30 000 $ de marge qui me permettait de trouver un logement, qui me permettait de vivre sur place pendant les 2 ans que j'y ai passé et qui me permettait justement d'assumer tous les frais annexes. À cette époque-là, on est donc mi-2013 quand je quitte Salon de Provence, je valide mon PPL, etc. Sur la fin d'année, je trouve un petit boulot en intérim qui me permet aussi de mettre un petit peu d'argent de côté. Je prépare le départ au Canada, après avoir obtenu le visa étudiant, etc. Pas mal de démarches administratives qui ont été relativement simples puisque pas mal assistées par l'école que j'allais rejoindre. Pour info, l'école c'est Carguer à Montréal, enfin à
côté de Montréal, à Longueuil. Et du coup, début d'été 2014, j'arrive au Canada pour commencer ma formation modulaire en vue de passer mon CPL, mon IR et ma MEP. Dans l'idée, c'était de rester sur place, vu que, comme je l'ai dit, en Europe, à cette époque-là, il n'y avait pas trop de recrutement. C'était un petit peu bouché dans les compagnies. Donc l'idée, c'était de passer toutes mes licences au Canada, d'avoir des licences canadiennes et de commencer à bosser au Canada, d'intégrer une compagnie canadienne. Le plan, il était relativement simple. Je rentrais comme élève dans cette école pour passer mon CPL en modulaire. Donc je suis arrivé avec mon PPL. Donc la première partie, c'était principalement du mûrissement, monter des heures, pour commencer vraiment la formation CPL pure. Et ensuite, je passais une qualification d'instructeur pour travailler en tant qu'instructeur au sein de cette école, qui avait la particularité de posséder également une compagnie de taxi aérien. Cargair a une compagnie qui s'appelle Max Aviation, qui est équipée, en tout cas à l'époque, de King Air 100 et 200 et qui fait du taxi aérien. C'est quelque chose qui se fait pas mal au Canada, des petits avions, je me comprends, de type King Air qui font des petits vols intérieurs pour des gens qui prennent l'avion comme ils prendraient un petit peu le train. Le Canada, c'est un pays qui est quand même assez vaste, avec pas mal d'espace, on va dire, entre les villes et les pôles d'activité. L'aviation est beaucoup plus répandue là-bas, beaucoup plus utilisée, beaucoup plus normalisée, je dirais, que ce qu'on peut avoir l'habitude en France notamment. Donc voilà, l'idée c'était ça, faire instructeur, monter en grade dans l'école, et ensuite rentrer en tant que copilote dans la compagnie de taxi aérien pour faire ses premières armes, soit passer capitaine dans cette compagnie, soit rejoindre une compagnie plus grosse comme Air Canada, Porter ou voilà, des compagnies régionales ou nationales. Donc voilà, le mûrissement se passe plutôt bien, je vole sur un Cessna 152 et Cessna 172, je commence ma formation CPL à proprement parler avec les premières heures de double pour le CPL, ça se passe plutôt bien, gros avantage d'avoir l'expérience de l'armée de l'air juste avant parce que ça m'a donné une rigueur et une méthode de travail qui m'a énormément servi. Je vais pas dire que la formation a été facile, mais en tout cas elle n'a pas été difficile, et des dires de mes instructeurs à l'époque, j'avais pas forcément de difficultés particulières à avancer dans les vols. J'ai pas fait ne serait-ce qu'une minute d'extra training supplémentaire, justement grâce à ça, grâce à la méthode et à la rigueur que m'avait apprise l'armée de l'air. Et comme je l'ai répété dans pas mal de vidéos avant, je me suis vraiment donné les moyens de tout réussir du premier coup. Je suis pas en train de dire que je suis quelqu'un d'exceptionnel, d'exceptionnellement bon ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment l'exemple typique de quand on se donne les moyens de faire quelque chose, quand on prend le temps de bosser, de bien préparer sa formation, bah ça paye vraiment. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, vous n'économisez pas forcément de l'argent, mais par contre vous évitez vraiment d'en perdre inutilement. Le CPL se passe bien, on attaque l'IFR, donc là c'est pareil, vraie grosse nouveauté à ce moment-là. Je bosse pas mal mes vols sur X-Plane, je prépare pas mal mes navigations, je regarde beaucoup de vidéos YouTube pour apprendre un petit peu les bonnes méthodes, les bonnes pratiques, etc. L'IFR se passe bien aussi et on attaque le multimoteur sur, je me souviens jamais si c'est PA23 ou PA27, c'est un Piper Aztec. L'avion date des années 50 ou 55, quelque chose comme ça. Une vieille machine, mais qui marche plutôt bien. C'est littéralement un tank avec deux ailes, mais ça marche bien. C'est assez formateur dans le sens où c'est loin d'être surmotorisé, donc ça demande un petit peu de finesse de pilotage, notamment quand on se retrouve en N-1, donc avec une panne moteur à gérer. Je monte un petit peu mes heures de multimoteur, je fais ma formation MEP et IFR, tout se passe bien, je réussis mon test CPL, mon test IR, mon test MEP, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin presque. Arrive le moment où j'approche la fin de la formation, donc là on est à peu près à l'été 2015, quelque chose comme ça. Et je commence à me rapprocher de l'école pour souscrire à un stage instructeur. Je suis sur le point d'obtenir mes licences, donc j'aimerais commencer un stage instructeur pour pouvoir intégrer l'équipe d'instructeurs de l'école. Sauf que c'est là où ça commence à merder un petit peu, et surtout ça prend beaucoup de temps. En fait, il n'y avait qu'un instructeur à l'époque dans l'école qui était capable de dispenser cette formation de stage instructeur. Il était un petit peu overbooké parce que c'était un des examinateurs aussi de l'école, donc il faisait les tests en vol pour les CPL, pour les IR, pour la partie MEP, et en plus il devait assurer le stage instructeur. Il y avait déjà des élèves qui étaient en cours de stage, donc je vous la fais courte, mais en gros j'avais
au moins 6 mois d'attente, sans garantie de pouvoir commencer le stage dans la session d'après, puisque l'école n'a pas pu me garantir qu'ils allaient relancer une session justement. Ça allait dépendre en fait du besoin qu'ils allaient avoir de cet instructeur, notamment sur ses autres qualifications, que ce soit de la formation d'élèves ou en tant qu'examinateur. Je me retrouve à un moment où le visa étudiant il est valable que 2 ans. J'ai pas la résidence permanente parce que je peux pas la demander puisque j'ai pas passé assez de temps sur le territoire pour pouvoir la demander. Je suis clairement pas citoyen canadien, donc on arrive à un moment où je me rapproche de la date où il va falloir que je quitte le Canada, soit pour renouveler un visa, ce qui n'est pas garanti puisque j'ai terminé ma formation de pilote et la formation instructeur ne rentrait pas vraiment dans les critères d'un visa étudiant, donc il aurait fallu demander un PVT, un permis vacances-travail, en tout cas c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, je vous cache pas que je sais pas si ça existe encore aujourd'hui sous cette forme-là. C'est extrêmement compliqué à avoir puisqu'il y a énormément de demandes tous les ans et un nombre très limité de permis disponibles, donc j'avais aucune garantie de pouvoir obtenir ce permis. Il faut s'y prendre 1 voire 2 ans à l'avance pour le demander, pour pouvoir espérer l'avoir au moment de la distribution, puisque il y a des gens qui préparent ça depuis bien longtemps. Moi c'était un petit peu à la dernière minute, littéralement 6 mois avant que mon visa n'arrive à échéance, donc c'était quasiment certain que j'aurais pas en tout cas le permis cette année-là. Donc j'allais me retrouver à être obligé de quitter le Canada avec des licences canadiennes que je n'aurais pas pu utiliser en France. À ce moment-là, il me restait un petit peu d'argent, de mémoire une quinzaine de milliers d'euros à peu près, peut-être un peu moins que ça. Et en gros, j'avais 2 solutions. Soit je restais au Canada pendant environ 6 mois, donc 6 mois à payer un loyer, 6 mois à vivre sur place, donc à me nourrir, à potentiellement essayer de chercher un petit boulot, sachant que c'était très limité. Avec un visa étudiant, on était limité à 20 heures par semaine, je crois, si je me souviens bien. Le peu de jobs que j'ai pu trouver me couvrait à peine les frais d'essence, donc j'allais bosser pour pouvoir aller bosser, ce qui avait aucun intérêt. Je ne faisais que perdre de l'argent. Ou l'autre solution, c'était de rentrer en Europe. Petite anecdote, l'ATPL que j'avais passé en Europe à l'époque, la TPL et EASA, n'était pas valable au Canada, n'avait pas d'équivalence au Canada. Il se trouve qu'au Canada, en tout cas à l'époque, encore une fois, s'il y a des Québécois notamment dans l'audience, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, je serais curieux de savoir si c'est toujours le cas. Mais en gros, le cursus type au Canada, et en tout cas au Québec à l'époque, c'était de passer un CPL, donc pas de passer l'ATPL théorique, mais juste le CPL théorique, faire votre formation CPL, obtenir vos licences et arriver en compagnie. Sachant que la culture là-bas, c'est un petit peu plus, je vais pas dire mériter sa place, mais c'est assez commun de rentrer dans des compagnies en tant que pilote, mais de pas être pilote tout de suite. De faire un petit peu de dispatch, un petit peu des opérations, avant d'avoir sa place dans le cockpit. Et par contre, la compagnie prend en charge les frais de formation de la qualification de type sur l'avion. On m'avait dit à l'époque que c'était assez mal vu d'arriver avec une QT sèche, parce que c'est un petit peu forcer la main en compagnie à leur dire, voilà, moi je veux voler sur tel avion et pas sur les autres. Et donc du coup, vous sortez d'école avec votre CPL, vous rentrez en compagnie, on vous paye votre QT, et en fait vous ne passez l'ATPL, qui est un petit peu différent de la TPL et EASA, en tout cas en nombre de questions. C'est pas 14 modules, c'est 200 ou 300 questions, en tout cas à l'époque, pour passer la TPL, mais en gros, vous ne passez la TPL que quand vous êtes sur le point de passer Captain. Les premières années en compagnie, en tant que copie, vous ne les faites qu'avec votre CPL et avec un CPL théorique. Et c'est la compagnie qui prend en charge la remise à niveau si nécessaire, ou en tout cas les cours à passer, pour ensuite passer l'examen ATPL et prétendre à passer Captain dans la compagnie dans laquelle vous êtes. Donc je me retrouve à un point où j'ai un ATPL européen qui n'est pas valable au Canada, des licences canadiennes qui ne sont pas valables en Europe, à devoir mixer un petit peu tout ça, à trouver une solution. Donc comme je disais, soit rester au Canada à perdre de l'argent, sachant qu'en plus il n'y avait aucune garantie au-delà des 6 mois que je puisse commencer le stage instructeur et qu'en plus j'ai le droit de le faire, que ce soit avec un renouvellement du visa ou avec un permis de travail. En fait, je prenais le risque de gaspiller 6 mois sur place pour me retrouver juste le bec dans l'eau à la fin, sans argent, à être obligé quoi qu'il arrive de rentrer en France avec des licences que je pouvais pas utiliser et un ATPL qui valait plus rien. L'autre option, c'était de rentrer en Europe, de rentrer en France et de convertir mes licences canadiennes en licence EASA. L'avantage, c'est que mon ATPL européen était encore valable, puisqu'il est valable 36 mois. Quand vous passez l'ATPL théorique, il est valable pour une durée de 3 ans, jusqu'à ce que vous l'utilisiez pour passer une licence, donc que ce soit le CPL, soit une qualification comme l'IR, et auquel cas il devient ce qu'on appelle frozen, il est gelé pour une durée de 7 ans. Et en fait, cette durée est renouvelée à chaque fois que vous renouvelez votre IR par exemple. Donc voilà, ça c'était le plan B, revenir en Europe, utiliser l'argent qui me restait pour suivre un stage de conversion et convertir mes licences canadiennes en licences
européenne. Après mûre réflexion, après en avoir pas mal discuté avec mes parents qui étaient notamment les garants de mon crédit, donc c'est eux qui auraient dû payer les pots cassés si jamais je m'étais raté dans l'histoire, hein. Du coup je prends la décision de récupérer mon ATPL et ASA, de prendre mes licences canadiennes et de rentrer en France. L'avantage c'est que j'ai pu aussi m'inscrire en tant que demandeur d'emploi, donc de pouvoir toucher mes droits au chômage, ce qui me permettait un petit peu de survivre sur place à défaut d'avoir un boulot. Cette vidéo commence déjà à être un petit peu longue, elle va être en deux parties, donc on arrive à la fin de cette première partie sur mon retour en Europe, et la semaine prochaine je vous expliquerai la suite, le stage de conversion, et puis ensuite ma formation instructeur, et comment ça s'est passé pour moi après d'un point de vue professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, comme d'habitude, le petit like, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein. Encore une fois je le dis, si jamais il y a des Canadiens ou des Québécois qui regardent cette vidéo, je serais curieux de savoir si ça a évolué un petit peu et dans quel sens ça a évolué les formations au Canada, combien ça coûte aujourd'hui, comment ça se passe, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.